Avez-vous, mesdames et messieurs, des questions? D'abord, monsieur, je vous en prie. Oui, bonjour, Georges Hainaut, je suis coach et je suis individuel. J'ai deux questions à poser. En fait, la première, rassurez-moi, est-ce que les ordinateurs ont des émotions? Parce que c'est déjà ça qui nous permet de prendre des décisions, donc je ne les ai pas vus bouger, donc je suis à peu près rassuré. Moi, personnellement, de ce côté-là. j'y crois pas du tout. Il y avait quelqu'un qui dit l'intelligence artificielle ira plus vite. Personnellement, je pense qu'on met dans l'ordinateur ce qu'il y a. Ce que disait Pierre, c'est fort, c'est le cerveau. Le cerveau humain a une complexité, une plasticité que même il y a 10 ans, on n'imaginait pas du tout. On n'imaginait pas qu'un neurone se refaisait. On disait à la télé, les neurones, ils meurent, craquent. Et c'est fini. Donc là, il y a de l'intelligence. L'ordinateur, personnellement, ouais, dans 50 ans peut-être, un jour, j'y crois pas. Donc vous êtes rassuré là-dessus? André Yves est d'accord. André aussi, et monsieur Tambourin également. Oui. Bon. La deuxième partie de ma question rejoint l'idée de M. Portneuf. C'est aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on joue aux devinettes, parce qu'on ne sait pas, effectivement, moi non plus, je ne sais pas qu'est-ce que ça sera demain. En 2050, j'ai encore beaucoup plus de mal à imaginer. Simplement, ce que je suis sûr, moi, aujourd'hui, c'est que 2050 sera ce qu'on fait aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelle vision voulons-nous? Dans quelle société voulons-nous vivre? Et je rejoins M. Portneuf. Est-ce qu'on veut une société humaniste? Est-ce qu'on est capable de se construire un projet? Je repense, je suis assez vieux pour l'avoir connu, Kennedy, quand il a dit on va envoyer une fusée sur la Lune, on va envoyer du monde là-haut. Et à l'époque, on a envoyé quand même quelqu'un marcher sur la Lune avec des ordinateurs qui étaient gros comme les calculettes qu'on jette et qu'on achète à 1 euro aujourd'hui. Est-ce qu'on est capable d'avoir cette vision-là et d'avoir quelqu'un qui va nous emmener sur un vrai projet vers une société où les hommes seront enfin pris en compte? Alors, André Yves. Je crois qu'il y a 4 temps, au moins. L'histoire, c'est une valse à 4 temps. Il y a le temps qui a été évoqué, qui est le temps de l'agitation. C'est l'agitation du consumérisme et c'est l'agitation de les prochaines élections. Et moi, politicien, je me regarde dans le miroir des sondages. Je ne gère pas du tout la réalité, je gère la courbe. Bon, ça, c'est vain et c'est suicidaire. Ensuite, il y a le temps de la vie. Tu disais, le cerveau, et oui, nous mettons toujours autant de temps pour déguster un plat, un steak, un beau paysage, il nous faut du temps. C'est le temps de la vie qui est une constante. Il faut s'accrocher aux constantes, parce que c'est ça qui est important, parce que ça existera en 2050. L'être humain est toujours un être humain. Bon. Et puis, dans un monde complexe, il y a des bifurcations et il y aura de plus en plus de bifurcations et des grands économistes nous diront c'est une crise systémique. Évidemment, crétin, si on est dans un système, la crise est systémique. Bon, et donc il faut nous organiser pour être capable de prendre des décisions rapides. C'est le temps de la réactivité. Le haut-commissaire du CEA disait, je ne sais pas s'il a raison, qu'à Fukushima, il y avait 12 heures pour ramener quelques camions d'eau avec une pompe qui existait à 50 km de là et refroidir le cœur des réacteurs. Et on a gâché ces 12 heures parce que le circuit de décision n'a pas fonctionné. Je crois que pour une rupture d'anévrisme, on a 2 heures pour faire un pontage. J'ai un ami qui est mort, il avait 98 ans, on ne pouvait pas l'amputer. Et nous avons notre ami Billot qui a été amputé parce que les 2 heures ont été gâchées. C'est le temps de la réactivité. Et puis, il y a le temps le plus important, c'est le temps des bâtisseurs, le temps des constructeurs, c'est le temps long, que l'on soit artiste, que l'on soit paysan, que l'on soit parfois homme d'État et non pas politicien. Eh bien, on raisonne dans le temps long. Et il y a beaucoup de métiers où il faut réfléchir sur 30 ans. Quand on construit une voie ferrée ou une centrale nucléaire, c'est pour 30 ans ou 50 ans. Et donc, il faut être capable de réfléchir à 50 ans. Et il y a des chefs d'entreprise qui ont une vision sur 50 ans. Par exemple, le 3e distributeur américain qui a le directeur à 76 ans, il paye 40% de plus que son concurrent Walmart, ses employés. Il fait des prix très bas et il répond aux financiers de Wall Street qui lui disent vous êtes trop bon, baissez vos salaires, augmentez vos prix, votre action va monter. Il répond je m'en fous de mon action, je veux bâtir quelque chose qui existera dans 50 ans, c'est-à-dire quand il sera mort depuis 30 ans. Moi, je voudrais rajouter un mot politique à votre réponse, un mot politique. Même si je sors de mon cadre, mais je pense que
on met tout le dos sur la mondialisation. Or, quelque part, on se rend compte qu'avec les réseaux, ce qu'on a dit avant, ça serait très étonnant qu'on échappe que la planète soit autre chose qu'une planète unitaire. À partir de ce moment-là, j'aurais tendance à dire qu'il faut y aller à fond. C'est pour ça en particulier que personnellement, je suis très européen. Je pense que je suis presque choqué. Je suis d'accord que quand les accords ne sont pas excellents, ils ne sont jamais bons et qu'il y a plein de gens qui critiquent. Mais tout ce qu'on a vu remonter de souverainisme, etc., de patriotisme un peu, excusez-moi, un peu bidon, un peu passé. On a le droit d'être patriotique, de croire, de vouloir fermer les frontières, de faire du patriotisme, de faire du protectionnisme. Mais est-ce que ça tiendra longtemps avec la communication actuelle et les progrès qu'on a actuels? Est-ce qu'on sera plus fort que les progrès des réseaux? Je ne crois pas. C'est pourquoi moi, personnellement, je suis plutôt d'accord pour qu'on mette tous les œufs dans le même panier et qu'on se répartisse les compétences. C'est une vision un peu politique, je veux dire. Mais je ne crois pas qu'on fera de politique dans le futur. C'est très pragmatique. C'est un peu pragmatique, si vous voulez. On subit un peu, mais ça semble un peu inéluctable. Un mot. Ce que je résumerais dans ce que disait Laurent et que je partage, il y a une forme de dictature aujourd'hui d'une information qui n'est pas sûre. Et ça, c'est toujours très gênant de vivre dans ce type de climat. Et pour ceux qui veulent une illustration de ce qu'il appelait le Big Brothers, je leur conseille d'acheter un DVD qui s'appelle Inside Jobs et qui décortique en détail, qui est un documentaire américain qui a obtenu un Oscar à la mode américaine, et qui décortique en détail ce qui s'est passé à l'origine de la crise récente, et qui montre à quel point derrière tout ce que nous vivons, il y a des mécanismes qui nous dépassent, dont une partie est liée à une communication frelatée. N'oublions pas que les agences de notation appelaient les subprimes et les cotaient comme triple A à cette époque-là. Et quelques mois. Et quand on interroge ces gens dans le film en question, ils vous répondent qu'eux ne peuvent pas tout prédire. Enfin, en clair, on a eu affaire à une intoxication violente de tout un système organisé pour exploiter. Et même un responsable de très haut niveau politique dans ce film décrit à quel point, étant membre d'une société qui vendait ses subprimes, en même temps qu'il vendait ses produits frelatés, était propriétaire d'une compagnie d'assurance qui assurait ces produits, en sachant que, bien entendu, il aura payé. Donc, elle a fait faillite. Et la première décision du gouvernement américain a été de renflouer cette société d'assurance. Et d'ailleurs, ce même responsable... La question est la suivante, Pierre Tambourin. Oui, mais je vais laisser Laurent. La question est, peut-on rester dans un monde tel que celui qui est le nôtre? Mais malheureusement, je crains qu'on doive y rester pour la raison suivante, c'est que ça va être très dur à changer. Le contrôle, il va être fait par un autocontrôle. On va apprendre nous-mêmes à sélectionner. Je ne crois pas à un super rédacteur en chef d'Internet. Et si je veux parler de mon métier un petit peu d'une autre, tu me diras si tu es d'accord, mais on a quand même vu une certaine dégradation. Moi, quand je suis rentré à Sciences et Avenir, j'étais avec François Closet, avec des gens comme ça, Paul Quezin, Martineau. Il y avait un contrôle, etc. Aujourd'hui, je vois les jeunes journalistes arriver. Le problème est simple. Vous avez des dizaines de médias. Vous avez des centaines de supports, rien qu'en télé, en Internet. Qui va là-dedans? Tous les jeunes veulent être journalistes parce que ça fait chic d'être journaliste. Le problème, c'est qu'ils n'ont ni la culture, ni la formation, et surtout un mot qui, moi, peut-être le sens un peu de ma vie comme journaliste, c'est l'éthique. Je veux dire, c'est terrible de passer à la télévision, croyez-le, quand j'ai produit l'émission de santé sur la plus santé que connaît bien Pierre, et où le Téléthon, on en a fait des dizaines, la responsabilité qu'on a de ne pas dire une connerie. Les gens s'en fichent des jeunes. Ils veulent se mettre en avant, eux, avoir une carrière par rapport aux autres. Et en plus, former des gens qui connaissent la santé, la science ou la politique ou l'économie, c'est pas si simple. Je veux dire, ça ne court pas les rues. Il n'y en a pas des milliers. Donc, on a un vrai problème. Je ne sais pas ce que tu en penses, puisque tu as vu l'évolution de ce métier. Oui. C'est pas de glorieux. Du coup, même dans les journaux, quand vous voyez un article, même dans Le Monde maintenant, vous lisez un article sur un sujet que vous connaissez, vous trouvez des bêtises. Ça me rend malade quand j'ai connu ça il y a 30 ans. Oui, mais hélas, profitez-en, mesdames et messieurs, le moment là est très fort. Allons-y. Une entreprise de presse est dirigée par des gens qui, dans la plupart des cas, veulent faire de l'argent. Et donc le journaliste, il est aux ordres d'eux. Et soit il a l'éthique et il considère qu'il écrit pour ses lecteurs, soit il veut faire carrière et il écrit pour son directeur. Et c'est vrai dans tous les métiers, mais c'est encore plus flagrant dans la presse. Cela dit,
Cela dit, ça signifie encore une fois qu'il faut garantir une certaine indépendance de la presse face aux pouvoirs économiques et politiques. Et cette garantie n'est pas actuellement très solide, notamment chez nous. Et d'autre part, je ne crois pas à un monopole de l'information monopolisé par des spécialistes. Aujourd'hui, il y a sur Internet une infinité d'informations. Il faut donc donner à nos concitoyens et à nos enfants le discernement nécessaire pour faire ce que nous faisions comme journalistes, savoir pourquoi on donne telle information. Mais il serait très dangereux, et il serait, je dirais même, suicidaire, de ne permettre d'informer qu'à des spécialistes de l'information. Je rappelle, sous votre contrôle, que l'alerte sur le sida n'a pas été donnée par les facultés de médecine et par des gens galonnés. Dans une situation de complexité, on ne sait pas d'où viendra le signal, d'où viendra la détection de ce qui annonce ce qu'on appelle des signaux faibles, mais c'est les oreilles qui sont faibles. Tu parlais du sida, juste une anecdote personnelle. J'ai été viré par Pierre Desgroupes de France 2 en 1983 parce que j'avais fait la première émission sur le sida dont on ne savait pas encore que c'était un virus. Et il n'a pas compris, il a dit c'est pas un bon sujet. En fait, je venais de Sciences et Avenir, j'avais appris. C'est-à-dire que ce n'est pas si simple de transmettre. Mais la liberté par Internet de tout le monde de dire n'importe quoi, elle est encore pire. Oui. Mais malheureusement, elle est incontournable. Mais il y a une autogestion de l'information dont Wikipédia est un bel exemple. Oui, absolument.